Le jour où j'ai compris que ma femme ne me trompait pas seulement avec un autre homme, mais avec une catastrophe ambulante en costume bien repassé, j'ai arrêté d'être un mari inquiet pour devenir un homme très méthodique. Sur le moment, je ne savais pas encore combien cette histoire allait me coûter, ni ce que j'allais découvrir dans un restaurant du 6e arrondissement, mais j'ai su, ce soir-là, que quelque chose venait de mourir, chez moi. Pas dans le sens dramatique, je vous rassure. Je ne suis pas du genre à m'écrouler sur le carrelage de la cuisine avec un verre de rouge à la main. Non. Moi, quand ma vie part en vrille, je commence par vider le lave-vaisselle. C'est plus français. Plus humiliant aussi. Tout avait commencé bien avant. Évidemment, on ne passe pas d'un mariage normal à un fiasco avec virement bancaire en une semaine. Au début, c'était juste du froid. Ce froid discret, presque élégant, celui qui s'installe dans un couple sans prévenir, comme une fuite d'eau derrière un mur. On ne voit rien, mais ça gonfle, ça tâche, et un jour tout s'effondre. Camille et moi, on ne se disputait même plus, ce qui, avec le recul, était pire. Plus de tendresse spontanée, plus de conversations qui débordent, juste de la logistique, les enfants, l'école, la mutuelle, le rendez-vous chez l'orthodontiste de Paul, la réunion parents-prof de Zoé, le mail du syndic pour cette histoire absurde de local vélo. On était devenus brillants en gestion, lamentables en amour. Elle avait commencé à rentrer tard. D'abord une fois par semaine, puis deux, puis trois. Toujours les mêmes explications floues. Un verre après le boulot, une collègue qui n'allait pas bien, des bouchons sur le périph', un dossier urgent, le classique, avec cette touche d'improvisation médiocre qui rend le mensonge encore plus insultant. Un mardi soir, elle est rentrée à 22h40 avec un sourire trop calme. Je lui ai demandé si ça allait. Elle a répondu « Très bien. Pourquoi ?» J'ai regardé l'heure sur le four. Puis elle, et j'ai pensé « Parce qu'il est 22h40, Camille, et que tu sens le parfum d'un restaurant où on sert des assiettes trop petites pour des gens trop sûrs d'eux. » Mais à voix haute, j'ai seulement dit « Rien. » Elle a posé son téléphone, face contre table. Là, le geste avait l'air banal. Il ne l'était pas. Avant, son téléphone traînait partout, sur le plan de travail, sur le canapé, entre deux bols du petit déjeuner. Maintenant, c'était devenu un organe vital, toujours dans sa main, toujours verrouillé, toujours retourné comme un secret honteux. Elle souriait parfois en lisant un message. Pas un vrai sourire, pas celui qu'on offre à son mari ou à ses enfants. Non, ce petit sourire fermé, personnel, presque adolescent, le genre de sourire qui exclut. J'ai commencé à observer sans le montrer. Je ne voulais pas devenir ce mari qui fouille dans un sac comme un stagiaire de série policière. Alors, j'ai regardé les détails. Les nouveaux sous-vêtements sans occasion particulière. Le coiffeur un mercredi à 18h, soi-disant entre deux réunions. Le rouge à lèvres remis dans l'ascenseur de l'immeuble. La façon dont elle se mettait soudain à répondre aux messages sur le balcon, en février, en grelottant dans son manteau, comme si le salon était devenu sous écoute. Le pire, c'est que je crois qu'une partie d'elle voulait se faire repérer. Ou alors, elle me croyait trop occupée, trop docile, trop fatiguée, ce qui est l'erreur classique des gens qui confondent calme et faiblesse. Un vendredi, je suis sorti plus tôt du bureau. J'avais annulé un déjeuner client à la Défense, parce que je n'en pouvais plus de jouer au cadre supérieur raisonnable, pendant que ma maison sentait l'incendie lent. En arrivant à l'appartement, j'ai trouvé Camille, dans la chambre. Elle sursautait presque, son téléphone à la main. Je lui ai dit « Tu pars ?» Elle m'a répondu « J'ai un apéro avec l'équipe. » J'ai regardé sa robe. Trop soignée pour un apéro avec des gens qui se détestent, devant des planches de charcuterie payées par l'entreprise. J'ai demandé « Quelle équipe ?» Elle a eu 1 seconde de retard. Une seule. Assez pour tout dire. Elle a cité 2 prénoms. Puis elle a ajouté « Tu deviens parano. » J'ai souri. Non. Camille. La parano. C'est quand on imagine. Moi, j'en suis au stade où je fais des additions. Elle est partie en claquant légèrement la porte. Pas assez fort pour assumer une scène. Pas assez doucement pour jouer l'innocente. Cette nuit-là, à 1h12, elle n'était toujours pas rentrée. J'étais assis, dans la cuisine, dans le noir, avec mon ordinateur ouvert sur nos comptes.
Au début, je voulais juste vérifier une date, un paiement, n'importe quoi qui me donne l'illusion de contrôler quelque chose. Puis, j'ai vu 2 virements que je ne reconnaissais pas. Un montant de 3 800 euros. Puis, quelques jours plus tard, 5 200, intitulé de façon neutre, presque propre, ce qui est toujours mauvais signe. J'ai ressenti ce calme glacial que je n'avais connu qu'une fois, le jour où le médecin de mon père avait commencé sa phrase par « On va être très direct ». J'ai imprimé les relevés. Je les ai rangés dans une chemise Kraft. Et quand Camille est enfin rentrée à 1h47, les joues roses, les yeux brillants, elle a trouvé son mari en train de boire un café à 1h où seuls les gens honnêtes et les gens trahis sont encore debout. Elle m'a lancé « Tu ne dors pas ». J'ai répondu « Manifestement non ». Elle a posé son sac, puis elle a vu la chemise sur la table. Son visage n'a presque pas bougé. Presque. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais plus en train de soupçonner quelque chose. J'étais déjà en retard sur la vérité. Le lundi suivant, entre 2 réunions et un appel de l'école, parce que Paul avait oublié son sac de sport, j'ai engagé un détective privé, un ancien gendarme de Levallois, qui parlait peu, facturait cher, et avait la tête d'un homme que plus rien ne surprenait. Je lui ai donné une photo de Camille, ses horaires, l'adresse du bureau, et cette phrase très simple « Je veux savoir avec qui elle passe ses soirées ». Il a hoché la tête, comme si je lui avais demandé la météo, puis il a ajouté « Vous n'allez pas aimer ». En général, je lui ai répondu « Je crois que cette étape-là est déjà derrière moi. Je pensais être prêt. J'étais encore loin du compte. Parce que 3 jours plus tard, quand cet homme m'a envoyé un premier message avec une photo prise devant un café près de la place Bellecour, j'ai découvert que ma femme ne voyait pas seulement un autre homme. Elle suivait quelqu'un qui allait bientôt faire exploser bien plus que notre mariage. Et son nom, à ce moment-là, ne me disait encore rien. La photo était nette, presque offensante de précision. Camille était assise en terrasse, manteau beige, cheveux relevés à la va-vite. Ce geste qu'elle faisait quand elle voulait avoir l'air détendue, alors qu'elle contrôlait tout. En face d'elle, un homme brun, la quarantaine élégante, barbe courte, veste bleu nuit, montre trop voyante pour quelqu'un de vraiment riche. Le genre de détail qui amuse quand on n'est pas encore celui à qui on vole son argent. Il lui tenait le poignet en parlant, avec cette assurance de vendeur haut de gamme et de serveur de poison. Sur la deuxième photo, ils s'embrassaient, sobrement, sans cinéma. Comme 2 gens persuadés d'être intelligents, j'ai regardé les clichés dans mon bureau, porte fermée, pendant qu'au dehors, on débattait d'un contrat fournisseur, comme si le monde fonctionnait encore selon des règles stables. Le détective, Marshall, m'a appelé 5 minutes plus tard. Sa voix était égale, presque polie. Il m'a dit « Votre épouse voit cet homme depuis au moins 2 mois. Plusieurs rendez-vous en semaine, souvent en fin de journée, parfois l'après-midi, parfois le samedi quand elle dit être chez sa sœur. J'ai demandé son nom. Il a répondu « Adrien Valin. Enfin, c'est le nom qu'il utilise. » Il y a toujours une phrase qu'on n'oublie jamais vraiment. Celle-là en faisait partie. Le nom qu'il utilise. Pas son nom. Son nom de service. Son nom de démonstration. Comme un canapé en vitrine. Je suis resté silencieux. Marshall a ajouté « Je préfère creuser avant de vous envoyer le dossier complet. Il y a quelque chose qui cloche chez ce type. » J'ai eu un rire bref, sans joie, parce que coucher avec ma femme en terrasse à Lyon, c'était déjà un indice assez sympathique. Mais non, il parlait d'autre chose. Le soir même, Camille est rentrée avec des macarons de chez Sèvres, comme si le sucre pouvait recoller ce qu'elle était en train de dissoudre au marteau. Elle a embrassé les enfants, m'a demandé si ma journée s'était bien passée. J'ai répondu « productive », ce qui était exact à un niveau presque criminel. Elle m'a regardé 1 seconde de trop, sans doute pour vérifier si j'avais découvert quelque chose. Puis elle a commencé à raconter une anecdote sur une collègue insupportable. Je l'ai laissé parler. Je regardais sa bouche former des mensonges ordinaires avec une fluidité admirable. J'ai soudain pensé qu'on peut vivre 10 ans avec quelqu'un sans vraiment savoir quel visage il prend quand il vous ment pour sauver sa peau. La nuit, elle dormait tournée de l'autre côté du lit, son téléphone glissé sous l'oreiller, comme une adolescente dans une mauvaise série. À 2h18, l'écran s'est allumé. J'ai vu le prénom, Adrien.
Pas de cœur, pas d'étoile. Les gens qui se croient malins adorent la discrétion de stagiaire. Je n'ai pas touché au téléphone. J'avais déjà choisi une autre méthode, plus propre, plus utile. Le lendemain, Marshall m'a envoyé un premier rapport. Adrien Valin n'existait pas vraiment. Ou plutôt, il existait par morceaux. 3 adresses, 2 sociétés fermées. Une activité de conseil assez floue pour servir de nappe à toutes les escroqueries du pays. Et surtout, plusieurs signalements indirects, jamais assez solides pour une condamnation immédiate. Toujours les mêmes schémas. Femme récemment fragilisée, discours sur un investissement bloqué, un héritage en attente, un projet immobilier coincé chez le notaire, puis des virements, des avances, des prêts temporaires qui n'étaient jamais revus que par les banquiers et les regrets. J'ai senti quelque chose de plus lourd que la jalousie se poser en moi. La colère. Oui, mais pas seulement. Il y avait aussi cette humiliation sèche, très administrative, très française, celle de l'homme qui comprend qu'on a puisé dans le compte commun pendant qu'il comparait des devis de chaudière et remplissait le dossier de la CAF pour les activités des enfants. J'ai demandé à Marshall « Vous pensez qu'elle lui donne de l'argent ?» Il a laissé passer 2 secondes, assez pour me préparer à détester la réponse. Puis il a dit « Je ne pense pas, monsieur, j'en suis presque sûr. » À partir de là, j'ai cessé d'espérer un simple adultère. Ça aurait été presque reposant, un cliché banal, un désastre classique. Au lieu de ça, je découvrais une femme que je ne reconnaissais plus, fascinée par un type fabriqué en faux cuir et promesses douteuses. Le jeudi suivant, j'avais rendez-vous à la banque, officiellement pour revoir un placement prévu pour les études de Zoé, officieusement pour comprendre ce qui avait bougé sans ma validation directe. La conseillère, une femme impeccable nommée Madame Roussel, a commencé avec sa prudence de professionnelle, puis en voyant les relevés imprimés que j'avais apportés, elle a compris que je n'étais pas là pour parler d'optimisation fiscale. Les virements venaient bien du compte joint, validés depuis le téléphone de Camille, parfois avec double authentification, parfois après modification des plafonds. J'ai demandé « Combien au total ?» Elle a tourné son écran vers moi. 28 400 € en 6 semaines. J'ai relu le chiffre comme on relit un diagnostic qu'on espère mal comprendre. 28 400 €, l'apport des vacances d'été, la réserve de sécurité. Le coussin qu'on garde quand on a 2 enfants et une lucidité minimale. J'ai eu envie de rire. Encore. Parce qu'il y avait quelque chose de grotesque dans cette somme partie, nourrir un escroc, pendant que j'expliquais à Paul qu'on ne gaspille pas l'eau en se brossant les dents. Madame Roussel m'a demandé si je souhaitais bloquer certains accès. J'ai dit oui, immédiatement, mais discrètement, sans notification inutile. Elle a hoché la tête avec ce regard qu'ont les gens compétents quand ils comprennent qu'un couple est en train d'exploser dans un langage de formulaire. En sortant, j'ai marché jusqu'au quai du Rhône, sans vraiment regarder où j'allais. J'ai fini par m'arrêter devant un café. J'ai commandé un expresso que je n'ai presque pas touché. Puis j'ai appelé ma belle-sœur, Élodie, juste pour vérifier une chose. Camille a passé samedi avec toi. Elle a marqué un silence. Puis elle a répondu « Non. » Pourquoi ? J'ai regardé le fleuve. J'ai dit « Pour rien » et j'ai raccroché. La vérité avait cette élégance atroce. Elle ne laissait plus aucun angle mort. Le soir, Camille m'a demandé si on pouvait parler du week-end prochain. Elle voulait partir, soi-disant, avec des amis dans une maison près d'Annecy. J'ai répondu « Bien sûr. Avec qui exactement ?» Elle m'a lancé un regard contrarié. Puis elle a dit « Tu recommences ?» J'ai souri. « Non. Camille. » Je commence seulement. Elle a pâli. À peine. Puis elle a attrapé son sac et s'est enfermée dans la salle de bain, avec son téléphone, à travers la porte. Je l'ai entendue chuchoter. Et à cet instant, j'ai su que je n'allais plus me contenter d'observer. Parce que Marshall venait de m'envoyer un dernier message. 5 mots. Sec, sans ponctuation. J'ai trouvé mieux que l'adultère. Le message de Marshall est arrivé pendant que Camille faisait couler l'eau du lavabo pour couvrir sa voix. Technique classique, aussi subtile qu'un gyrophare dans une chapelle. J'ai ouvert la pièce jointe depuis mon bureau. Porte fermée, lumière éteinte. Et j'ai découvert que le charmant Adrien Valin collectionnait les identités, comme d'autres les cartes de fidélité. Il apparaissait aussi
sous les noms de Julien Mercier et Sébastien Delorme, selon les villes, selon les femmes, selon le décor. À Marseille, il promettait un projet d'import. À Nantes, un placement sécurisé. À Bordeaux, un contentieux temporaire, avec un notaire. Toujours le même numéro. Faire croire à une urgence noble pour soutirer de l'argent à des gens qui avaient encore la faiblesse de croire aux belles chaussures. Marshall avait retrouvé 2 femmes, prêtes à parler. Pas officiellement. Pas encore. L'une avait perdu 40 000 € après une romance express et un prétexte de fonds bloqué au Luxembourg. L'autre avait signé un prêt personnel pour l'aider à débloquer un appartement soi-disant saisi. Il n'y avait jamais eu ni Luxembourg, ni appartement. Seulement un homme très entraîné à regarder les gens comme s'ils étaient l'unique miracle de sa semaine. J'ai relu le dossier 2 fois, avec ce calme étrange qui arrive quand le choc devient utile. Ce n'était plus seulement mon mariage qui coulait. C'était un montage, une mécanique, une petite entreprise de prédation sentimentale. Et ma femme, brillante, diplômée, capable de repérer une ligne douteuse dans un contrat d'assurance en 3 secondes, avait donné dedans, comme une touriste devant un magicien de rue. Ça m'aurait presque attendri si l'argent ne venait pas du compte où passaient aussi les frais d'école et le crédit de l'appartement. J'ai commencé à tout archiver. Capture d'écran des relevés, rapport du détective, horaire, photo, date. J'ai acheté une chemise cartonnée rouge et j'ai écrit dessus, très simplement, Camille. Parce qu'il faut parfois nommer les désastres pour éviter qu'ils deviennent abstraits. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat recommandé par un collègue, Maître Delmas, un homme sec, précis, installé près du parc de la Tête d'Or. Le genre qui ne vous offre ni compassion ni théâtre. Ce qui m'allait très bien. Je lui ai exposé les faits, l'infidélité, les virements, la possible escroquerie. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit « En droit, l'adultère n'a plus l'effet dramatique qu'on imagine. En revanche, la dissipation de fonds communs et la mise en danger des intérêts familiaux. Là, nous avons de la matière. J'ai apprécié le nous sans chaleur, purement technique, presque militaire. Il m'a conseillé de sécuriser immédiatement ce qui pouvait l'être, de préparer les pièces pour une procédure de divorce, et surtout de ne pas confronter Camille trop tôt, parce qu'une personne acculée devient soudain très créative, avec les contes, les versions et les larmes. Je lui ai répondu que les larmes ne m'impressionnaient plus beaucoup. Il a levé les yeux de ses notes et a dit « Elles impressionnent parfois les juges. Ne l'oubliez pas. » En sortant de chez lui, j'ai reçu un appel de l'école. Zoé avait de la fièvre. Je suis allé la chercher. Elle s'est blottie contre moi dans la voiture. Joues brûlantes, voix pâteuse. Et elle m'a demandé si maman pouvait venir plus tôt ce soir. J'ai senti une lame discrète sous les côtes. J'ai répondu « On va s'arranger. Ne t'inquiète pas. » Camille, elle, a envoyé un message 1 heure plus tard. Réunion imprévue. Je rentrerai tard. Embrasse les enfants. J'ai regardé l'écran. Puis ma fille endormie sur le canapé avec une couverture jusqu'au menton. Et je crois que c'est à cet instant précis qu'une partie de mon hésitation est morte. Tromper son mari, c'était déjà minable. Mais disparaître pendant que sa fille avait 39 de fièvre pour courir retrouver un escroc au sourire lustré, là, on passait dans une catégorie que même mon humour n'arrivait plus à décorer. Le soir, pendant que Paul faisait semblant de faire ses devoirs et espionnait surtout mon visage, il m'a demandé « Maman travaille beaucoup en ce moment. » Non, j'ai répondu. Trop vite. Puis j'ai corrigé. Oui, apparemment. Il m'a regardé avec cette lucidité embarrassante qu'ont parfois les enfants. Et il a dit « Elle ment mal. » J'ai presque souri, parce qu'il avait raison. Elle mentait mal. Mais elle mentait souvent. Ce qui finit par donner une impression de compétence. Vers 23 heures, Camille est rentrée avec un air fatigué, soigneusement composé. Je lui ai dit que Zoé avait été malade. Elle a porté une main à sa bouche, version catalogue de la mère concernée. Puis elle a murmuré « Mon Dieu, ça va mieux. » J'ai répondu « Maintenant oui. » Elle n'a pas demandé combien de fièvre, ni si on avait vu un médecin. Les détails sont l'ennemi naturel des gens qui improvisent l'affection. Elle a voulu s'approcher. J'ai reculé d'un pas, léger, presque invisible.
Mais elle l'a vu. Elle a compris que quelque chose avait changé. Pas encore, quoi. Juste le climat. Le week-end d'Annecy est arrivé 2 jours plus tard. Officiellement entre copines. En réalité avec Adrien. Bien sûr, Marshall les a suivis jusqu'à un hôtel au bord du lac. Très photogénique, très cher, réglé en partie avec une carte au nom d'une société fantôme qui revenait déjà dans son dossier. J'ai reçu les clichés sur mon téléphone pendant que j'achetais des pains au chocolat un samedi matin avec les enfants. La France est un pays merveilleux. On peut apprendre l'ampleur d'une trahison devant une boulangerie qui sent le beurre. Paul m'a demandé 2 chouquettes en plus. J'ai dit oui, sans même réfléchir. Il y a des moments où on compense comme on peut. L'après-midi, pendant que les enfants étaient chez ma sœur, j'ai fouillé le bureau de Camille. Non par goût, par nécessité. Et dans une pochette gris clair coincée sous des papiers de mutuelle, j'ai trouvé ce que je cherchais, sans encore savoir que je le cherchais. Des copies de virements, des notes manuscrites, et surtout une reconnaissance de dette rédigée à la va-vite, 20 000 € promis à Adrien pour l'aider à traverser une prétendue saisie abusive en attendant le déblocage d'actifs. J'ai relu la formule plusieurs fois. C'était grotesque, presque poétique de bêtises. Un piège écrit avec des mots assez chers pour flatter l'ego de la victime. En bas de la page, la signature de Camille tremblait légèrement. J'ai pris des photos, j'ai remis chaque feuille à sa place. Puis j'ai reçu un nouvel appel de Marshall. Sa voix avait ce ton particulier des gens qui apportent la pièce manquante. Il m'a dit « J'ai parlé à une ancienne victime. Elle a accepté de vous transmettre quelque chose. Des messages vocaux, des captures, et surtout une vidéo. On y voit votre Adrien expliquer à un ami comment il choisit ses cibles. J'ai fermé les yeux une seconde. Puis j'ai demandé « Il dit quoi exactement ?» Marshall a répondu « Il dit qu'il préfère les femmes mariées, parce qu'elles puisent d'abord dans l'argent du couple avant d'avouer quoi que ce soit. » Là, j'ai cessé de voir Adrien comme un rival. Il n'avait pas la noblesse du rival, même pas la vulgarité du vrai séducteur. C'était juste un parasite bien coiffé. Et j'ai compris qu'il n'y aurait pas de grande scène improvisée, pas d'explosion émotionnelle. Non, j'allais préparer quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus français, un dossier, une date, un restaurant et une sortie définitive. Sauf que avant ça, il me fallait encore une preuve, celle qui ferait tomber son assurance devant témoin. Et cette preuve, elle allait arriver plus vite que prévu, dans un message que Camille n'aurait jamais dû recevoir sur notre compte commun. Le message est tombé un lundi matin, à 8h17, pendant que je versais du café dans une tasse ébréchée que Camille détestait. Notification bancaire, virement en attente de 12 000 €, bénéficiaire déjà enregistré. Autant dire un tapis rouge pour l'escroc. J'ai senti ma nuque se raidir. Pas de panique, pas de crise. Juste cette sensation nette qu'on arrive à la dernière marche avant la chute. J'ai appelé la banque dans la minute. Puis Madame Roussel m'a confirmé que l'ordre venait du téléphone de Camille, programmé pour 13 heures. J'ai demandé le blocage immédiat. Elle a répondu avec un professionnalisme presque tendre. « C'est déjà fait. Monsieur. » J'ai raccroché, puis j'ai écrit à Marshall. « C'est maintenant. » Il m'a rappelé 10 minutes plus tard. Adrien a rendez-vous avec elle, le soir même. Restaurant italien près des Cordeliers. Discret. Nappe blanche. Clientèle persuadée d'avoir du goût. J'ai presque admiré la cohérence du décor. Dans l'après-midi, j'ai rejoint Maître Delmas. Il m'a remis l'enveloppe. Requête préparée, pièces classées, relevées, photos, rapports, reconnaissance de dette. Tout y était. Il a ajouté « Ne discutez pas trop. Remettez. Constatez. Partez. Les scènes longues profitent aux menteurs. » J'ai répondu. J'ai été marié 12 ans. J'ai l'habitude. À 19h40. J'étais devant le restaurant. Manteau sombre. Dossier sous le bras. Calme comme avant une réunion de copropriété, c'est-à-dire avec l'envie de gifler l'univers, mais de façon polie. Marshall était déjà installé à l'intérieur. Assez loin pour observer, assez près pour intervenir si Adrien tentait de jouer les artistes. J'ai attendu 2 minutes de plus. Puis je suis entré. Camille riait. Un rire léger, presque jeune, celui qu'elle n'avait plus à la maison depuis des mois. Adrien parlait avec la main posée près de la sienne.
Costume impeccable, sourire calibré, regard de faux prince en promotion. Je me suis approché. Camille a levé les yeux. Son visage s'est vidé d'un coup. Adrien, lui, a mis une seconde à comprendre. J'ai posé l'enveloppe devant elle et j'ai dit « Tu peux ouvrir ». Camille a murmuré mon prénom, comme si j'étais un malaise passager. Elle a sorti les papiers, a vu les photos, les virements, la procédure, et ses doigts se sont mis à trembler. Adrien a tenté le ton offensé. « Monsieur, je crois qu'il y a une erreur. » Je me suis tourné vers lui. Non, justement, j'ai corrigé toutes les erreurs. Puis j'ai sorti mon téléphone et lancé l'extrait vidéo envoyé par l'ancienne victime. On entendait sa voix, claire, insupportablement détendue, expliquer qu'il préférait les femmes mariées, plus solvables, plus honteuses, donc plus faciles à essorer. Son visage a changé immédiatement. Pas la honte, ce serait trop noble. Non. La peur, la vraie, celle des types qui comprennent que le costume ne tient plus sans le mensonge. Camille me regardait, puis le regardait lui, puis revenait à moi, comme si son cerveau refusait encore de choisir entre humiliation et réalité. J'ai ajouté les 28 400 €, la reconnaissance de dette, les faux noms, les autres femmes, tout est documenté. Et avant que tu poses la question, oui, la police va aussi recevoir ce qu'il faut. Adrien a tenté de se lever avec une dignité de sortie de secours. Marshall s'est approché au même moment et lui a glissé. Vous devriez rester tranquille. Pour une fois, le grand séducteur a blêmi comme un stagiaire pris à mentir sur Excel. Camille a murmuré « Non, c'est pas possible. » Adrien, dis quelque chose. Il a regardé autour de lui, a compris que plusieurs tables écoutaient déjà, puis il a choisi la seule stratégie des lâches sans talent. Il a attrapé sa veste et a filé vers la sortie, sans la regarder, sans un mot, sans même payer son verre, assez cohérent jusqu'au bout. Camille s'est effondrée sur sa chaise, pas en larmes théâtrales. Non, en morceaux silencieux. Elle a levé vers moi un visage que je connaissais encore, et déjà plus du tout. J'ai dit calmement « Notre mariage s'est terminé le jour où tu as choisi de mentir, et il a été enterré quand tu as pris l'argent des enfants pour financer ce clown. » Elle a commencé à s'excuser, à dire qu'elle s'était trompée, qu'elle avait voulu l'aider, qu'elle ne comprenait plus rien. J'ai levé la main, pas pour la couper brutalement, juste pour arrêter le bruit. Maintenant, tu vas te ressaisir, pour Paul et Zoé au moins. Eux n'ont rien demandé. Puis je me suis penché légèrement, et j'ai ajouté, avec cette sécheresse qui me restait, « Trouve un thérapeute, un avocat, un miroir, ce que tu veux, mais ne me demande pas de rester. » Je suis sorti sans me retourner, et dans la rue froide, sous les lumières de Lyon, j'ai compris que le plus dur n'était pas de partir. Le plus dur allait être ce qu'il restait à sauver après elle. Mes enfants, ma paix, et la version de moi qui refusait encore de devenir amère. Les semaines suivantes ont eu la couleur des démarches qu'on ne souhaite à personne. Rendez-vous chez l'avocat, échange glacé sur WhatsApp, calendrier de garde, inventaire des comptes, explication minimale aux enfants. Tout ce romantisme administratif qui suit les grandes trahisons. Camille a d'abord multiplié les messages, excuses, regrets, promesses de réparer. Puis elle a compris que je ne reviendrai pas sur une décision prise à jeun, ce qui est toujours vexant pour les gens qui comptaient sur votre faiblesse. Elle a commencé une thérapie. Élodie me l'a dit avec prudence, comme si cette information devait me ramollir. J'ai répondu que c'était très bien, pour elle, pour les enfants surtout, mais pas pour nous. Il n'y avait plus de nous, seulement 2 parents obligés d'apprendre la politesse après la ruine. De son côté, Adrien n'a pas profité longtemps de son talent, grâce au dossier de Marshall, aux plaintes d'autres femmes et à une vidéo qu'il n'aurait jamais dû enregistrer. Son petit théâtre s'est refermé sur lui. Il a été interpellé quelques mois plus tard dans une autre ville, sous un autre nom, avec la même montre ridicule et le même sourire de location. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai ressenti ni joie ni vengeance, juste un soulagement sec, comme quand on referme enfin une fenêtre qui claquait depuis des mois. L'argent n'est pas revenu en entier. Évidemment,
Les escrocs ont la délicatesse de voler vite et de disparaître plus vite encore. Mais j'ai cessé de compter ce qui était perdu pour protéger ce qui restait. Paul, Zoé, mon travail, notre appartement, nos routines, les mercredis avec les devoirs, les trajets en métro, les pains au chocolat du samedi. Cette stabilité modeste que j'avais longtemps prise pour de l'ennui alors qu'elle était, en réalité, la vraie richesse. Parfois, le soir, quand l'appartement devenait enfin silencieux, je repensais au restaurant, à l'enveloppe sur la table, au visage de Camille quand elle avait compris qu'elle avait été trahie après avoir trahi elle-même. Ce n'était pas un triomphe, juste la fin nette d'une illusion. Et avec le temps, j'ai accepté une vérité simple. On ne choisit pas toujours ce que les autres détruisent, mais on choisit très bien ce qu'on reconstruit ensuite. Moi, j'ai choisi mes enfants, mon calme, et une vie où plus personne ne toucherait à notre avenir avec des mensonges bien habillés. Le reste, honnêtement, pouvait courir jusqu'au bout du quai et rater tous les TER de France.